Bonjour. J'ai le plaisir d'introduire cette première table ronde de l'après-midi. Donc, je suis Marine Neveu, je suis journaliste à la Semaine Vétérinaire, qui est une revue du groupe One Health, comme l'expliquait Julien Kouchner ce matin. Donc, ce matin, on a eu beaucoup de sujets autour des données, des témoignages, des analyses, des décryptages. Donc, cet après-midi, le temps va être sous le thème global des actions et des moyens juridiques pour cette première table ronde. Donc, sont représentés ici tous les acteurs du système juridique. De ma gauche, en partant du fond, donc à ma droite, François-Xavier Bellamy, qu'on a eu le plaisir d'entendre ce matin et qui nous a rejoint en présentiel cet après-midi. Arnaud Bazin, sénateur que je ne représente pas. Laurent Fauquet, qu'on remercie pour sa présence. Sur le programme, Véronique Pellissier était pressentie. Elle a eu des soucis personnels graves, donc merci à Laurent Fauquet d'assurer cette présence sur la table ronde. Donc, vous êtes responsable de la CRIP, donc c'est la cellule de recueil des informations préoccupantes du Val-de-Marne. Voilà. Du Val d'Oise, pardon. Oh là là. Clément Berger Mestrinaro, vous êtes juge et vous êtes donc président du tribunal de Sens. À ses côtés, donc Christophe Amonzategui, vous êtes procureur de la République au tribunal de Saint-Gaudens. Ariel Moreau, vous êtes avocate au barreau de Saint-Pierre de la Réunion. Vous êtes très intéressée par tout ce qui est les violences faites aux enfants, aux femmes et également aux droits de la biodiversité. Voilà. Et Franck Rastoul, vous êtes procureur général près la Cour d'appel de Toulouse. Voilà. Donc ma première question sera pour Arnaud Bazin. On a parlé ce matin d'évolution juridique, d'évolution législative. Qu'en est-il des récentes actualités de ces derniers mois et dernières années sur le sujet de la violence et d'une seule violence ? Merci. Les actualités sont liées à la loi du 30 novembre 2021, donc une loi toute récente, dite de lutte contre la maltraitance animale et de renforcement du lien. Et cette loi, elle a beaucoup de domaines d'action, mais elle a notamment renforcé les peines pour les actes de cruauté à caractère sexuel infligés aux animaux. Et c'est là que ça devient intéressant pour notre sujet, ces peines, elle a prévu de les aggraver lorsque les faits sont commis en présence de mineurs. Ainsi, les peines associées à des actes de cruauté qui entraînent la mort sont majorées lorsque les faits sont commis en présence d'un mineur, et les peines associées à des atteintes sexuelles sur un animal sont majorées lorsque les faits sont aussi commis en présence d'un mineur. Donc ça, c'est un premier signal qui reconnaît la gravité de cette violence qui est infligée aux mineurs à travers le spectacle auquel ils sont exposés. Deuxième point, cette loi a permis de faciliter la levée du secret professionnel pour le vétérinaire. Ça a été travaillé évidemment avec l'ordre des vétérinaires dont je salue de nouveau le président. Au même titre que les médecins ou d'autres professions de santé, les vétérinaires sont tenus au secret professionnel et ça pouvait être un frein, évidemment, à la communication d'informations préoccupantes. Avant la loi du 30 novembre, les vétérinaires avaient toutefois une obligation de déclaration des manquements à la réglementation sanitaire qui pouvaient présenter un danger grave pour les animaux ou pour les personnes. Mais cette déclaration obligatoire se faisait auprès des directions départementales de la protection des populations, c'est-à-dire auprès des services du préfet. Il n'était pas possible de communiquer ces éléments au procureur de la République. Maintenant, avec cet article de la loi du 30 novembre 2021, il est possible pour un vétérinaire, qu'il soit d'ailleurs titulaire d'une habilitation ou pas, de déclarer toute information relative à des mauvais traitements auprès du procureur de la République. Donc cette levée du secret professionnel pour le vétérinaire lui permet maintenant de transmettre des informations précieuses pour la préservation de la sécurité d'enfants notamment. Le troisième point porte sur les questions de zoopornographie que nous avons aussi introduites par voie d'amendement dans cette loi, quand la zoopornographie est susceptible d'être vue par un mineur. Maintenant, la fabrication, le transport, la diffusion, le commerce d'un message pornographique qui implique des animaux est puni de 3 ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende, ce qui sont quand même des peines particulièrement significatives, lorsque le message est susceptible d'être vu ou perçu par un mineur. Voilà ce qui va dans le sens de nos préoccupations de ce matin et qui est en lien avec cette dernière loi de 2021.
on sent des évolutions très nettes. Et est-ce qu'on constate cette même tendance, cette même prise en compte d'une seule violence au niveau européen? Je pose la question à François-Xavier Bellamy. Comment les États membres ou comment la Commission européenne ou le Parlement européen reconnaît ou ne reconnaît pas encore suffisamment une seule violence? Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver en présentiel et pardon de ne pas avoir pu être parmi vous ce matin. Je rentre de notre session plénière justement et c'est vrai que la question est d'une grande actualité. De fait, aujourd'hui, l'idée d'une seule violence n'est pas encore réellement présente dans le débat européen. L'Europe a pourtant été assez pionnière sur la question du bien-être animal, puisque dès 1987, au Conseil de l'Europe, la notion de bien-être animal est reconnue comme centrale. En 1997, c'est la Convention d'Amsterdam qui définit l'être doué de sensibilité qu'est l'animal et qui met cette préoccupation au cœur de la législation européenne. Et c'est un concept qui a été consacré par le traité de Lisbonne en 2007. Donc on voit que petit à petit, dans le droit européen, la question de la responsabilité à l'égard de l'animal est de plus en plus prégnante. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de sujets en cours de discussion et j'ai eu l'occasion d'en parler déjà avec certains d'entre vous dans le temps de pause que nous avons partagé. Beaucoup de sujets sur la question du bien-être animal. On a par exemple la perspective d'une révision d'une directive sur le bien-être animal qui doit être annoncée par la Commission européenne en septembre prochain. La Commission a tiré le bilan de la législation existante en la matière et en a tiré la conclusion qu'elle n'était pas suffisante et donc on va pouvoir avoir l'occasion d'évolutions législatives potentiellement importantes. La présidence suédoise de l'Union européenne qui est en cours organise un événement sur ce sujet à Uppsala en juin prochain pour préparer la révision de cette directive. On a eu l'occasion d'y travailler déjà aussi avec ma collègue chargée de l'agriculture en commission de l'agriculture, Anne Sander, dans le fil de ce mandat. Et puis on a simultanément, et c'est peut-être cette simultanéité qu'il faut réussir à transformer en convergence, on a la préparation d'une directive pour la prévention des violences domestiques, des violences faites aux femmes, les violences de genre, les violences domestiques au sens le plus large de ce terme. Et c'est une autre de mes collègues, Nathalie Collin-Osterlé, qui, en commission Libé, est chargée pour notre groupe de suivre ce sujet. Aujourd'hui, la notion d'une seule violence n'est pas prise en compte. Il n'y a pas de contiguïté établie au sein de la législation européenne qui permette de converger avec le diagnostic que vous avez partagé ce matin et celui qui est établi depuis longtemps de cette proximité, de cette convergence entre ces formes de violence. Et je voudrais dire à quel point le colloque que nous partageons et qui nous réunit aujourd'hui est important de ce point de vue-là dans l'actualité que le sénateur Arnaud Bazin rappelait. Et je voudrais le remercier d'ailleurs de m'avoir permis de m'associer à l'organisation de cet événement et remercier tous ceux qui y ont concouru parce qu'à travers les travaux que vous menez aujourd'hui, à travers l'expérience que chacun d'entre vous vient partager au cours de cette journée, se dessinent aussi les chemins concrets d'une évolution législative qui permettra de faire de la violence envers l'animal un élément clé de nos politiques de lutte contre la violence d'une manière plus générale sous toutes ses formes, en particulier dans le cadre domestique. Est-ce que la France peut attendre finalement une retombée de ces évolutions au niveau de l'Europe ou est-ce que finalement la France ne peut pas être aussi le moteur et de force de proposition ? Elle peut être le moteur, mais je m'appuie sur une conversation que j'avais avec certains d'entre vous à l'instant. Encore faut-il que le droit européen ne fasse pas obstacle à des initiatives qui sont menées en France. Et je pense à ce que tu disais, cher Arnaud, à l'instant, cette lutte, par exemple, contre la zoopornographie, eh bien, malheureusement, elle a été entravée par le cadre européen. Parce que, en commission mixte paritaire, un organisme dont la publicité a été largement assurée ces derniers jours par les discussions en cours sur la réforme des retraites, en commission mixte paritaire, la victoire que vous aviez obtenue pour pouvoir faire en sorte de mieux prévenir la zoopornographie a été fragilisée par le fait que le cadre européen aujourd'hui ne permet pas, dans sa configuration actuelle, de rendre responsables les plateformes et les diffuseurs. Et par conséquent, au fond, on voit bien que la France essaye d'être aux avant-postes, mais que si le cadre européen n'est pas adapté, elle risque de voir les initiatives qu'elle prend, sur le plan législatif notamment, entravées par les contraintes européennes. Et c'est la raison pour laquelle il faut faire évoluer aussi ce cadre européen. Alors on l'a fait dans le cadre sur la question de l'accès à la pornographie
On a maintenant un cadre européen plus responsabilisant pour les diffuseurs, pour les plateformes. Je pense au DSA, je pense au DMA. On est en train de travailler aussi, et ça c'est un sujet dont je m'occupe personnellement, sur la création d'un texte qui a pour but de mettre en œuvre l'arsenal juridique indispensable pour protéger les mineurs des atteintes sexuelles. Et moi, je veux que le droit européen reconnaisse le fait d'être exposé à de la pornographie en tant que mineur comme une violence sexuelle. C'est une atteinte, et on sait d'ailleurs, vous l'avez partagé, vous savez cela mieux que moi, je pense notamment à tous les professionnels de la justice qui sont ici, à toutes les forces de sécurité qui sont représentées. On sait que des jeunes qui ont été victimes d'atteintes sexuelles sont plus susceptibles à leur tour de commettre des violences envers des êtres humains ou aussi envers des animaux. C'est la raison pour laquelle il est absolument nécessaire de faire en sorte que les mineurs soient mieux protégés d'un accès à la pornographie et à la zoopornographie dont nous savons qu'aujourd'hui, ils prospèrent sur un cadre européen qui est en fait inadapté à la responsabilisation des plateformes et des diffuseurs. Et donc, c'est un élément sur lequel il faut travailler. Oui, la France peut certainement espérer que le droit européen s'améliore pour faire en sorte qu'elle dispose par ricochet, par transposition, de quelques progrès législatifs, mais il faut aussi que le droit européen n'empêche pas des progrès qui seraient réalisés au plan national. Alors, il y a certains pays qui ont... Je poserai la question à Arnaud Bazin, parce que vous avez défendu des projets d'amendement en octobre dernier lors de la loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur. Il y a certains pays comme l'Irlande, l'Écosse, les États-Unis, le Canada ou l'Australie qui se servent du lien comme signaux de détection précoce dans la prévention des violences intrafamiliales, et notamment pour déclencher des ordonnances de protection des personnes vulnérables. Vous avez déposé un amendement que je me permets de lire. C'est la délivrance d'une ordonnance de protection du juge civil n'est pas conditionnelle à l'existence d'une plainte pénale préalable. Elle est rapide, ce qui en fait un outil précieux pour la lutte contre les violences intrafamiliales et la protection des victimes. Donc j'ai envie de poser la question, quelle est la politique civile et pénale ad hoc finalement pour une meilleure approche de toutes ces formes de violence? C'était à l'occasion de la loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur. Donc là aussi on est dans l'actualité assez fraîche, puisque c'était octobre de l'année dernière. J'ai fait des propositions d'amendements, des amendements au Code civil, mais également au Code pénal. Ce premier amendement dont vous parlez, c'est issu de l'essence même du colloque de ce matin, c'était d'utiliser les signaux faibles que sont les violences envers les animaux pour pouvoir déclencher des ordonnances de protection des victimes de violences intrafamiliales. Aujourd'hui, les violences qui permettent de déclencher ce dispositif sont énumérées au 515-9 du Code civil. Il y a les violences exercées au sein du couple, y compris lorsqu'il n'y a pas de cohabitation, par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin, y compris lorsqu'il n'y a jamais eu de cohabitation, mettant en danger la personne qui en est victime, un ou plusieurs enfants. Donc on voit que c'était... Je l'ai lu parce que c'est très complet, sauf qu'il manque juste la prise en compte des violences sur les animaux de la famille. Ce premier amendement n'a pas été retenu. Je dirais un mot sur les explications de cet état de fait. Et puis il y avait un deuxième amendement qui visait aussi à permettre au juge de statuer sur le sort de l'animal de compagnie. Ça fait référence à ce qu'on a dit ce matin, c'est-à-dire que l'animal de compagnie est un objet de chantage, ou en tout cas un objet de crainte de représailles de la part du conjoint qui est l'objet de violences. Des études américaines, vous avez vu qu'il y avait beaucoup d'études sur le sujet ce matin, mais certaines études estiment que 89% des femmes ayant un animal de compagnie ont rapporté que celui-ci avait été menacé, blessé ou tué par le partenaire violent. Et, chose aussi très intéressante, pratiquement 50%, 48% dans cette étude, des victimes de violences domestiques retardent leur départ en raison de la présence de l'animal. C'est dire l'enjeu. Quand vous savez en plus qu'un foyer sur deux en France possède un animal de compagnie, on n'est pas dans le marginal, là. On est vraiment dans le gros du problème. Donc il s'agissait, à travers ce deuxième amendement, de permettre au juge de statuer directement sur le sort de l'animal, dans l'idée de le mettre à l'abri, ou en tout cas de faire en sorte qu'il ne soit plus un objet de chantage pour la personne qui a besoin de retrouver sa sérénité. Ces deux amendements n'ont pas été votés. À mon grand dam, je dois le dire, mais on ne gagne pas à tous les coups dans le jeu parlementaire. À vrai dire, ils n'ont pas été non plus totalement enterrés, puisqu'ils ont été renvoyés à une prochaine loi justice que nous attendons dans quelques mois, au prétexte que la Commission n'avait pas eu le temps suffisant pour étudier
la question, ce qui est un petit peu spécieux quand on connaît le fonctionnement parlementaire, et puis également sur le fait, qui est encore à mon avis plus spécieux, que je mettais sur le même plan l'homme et l'animal. Le fait de parler des deux dans le même article ne me paraît pas du tout obligatoirement les mettre sur le même plan, mais passons. Je pense qu'en fait, tant le président de la commission que le rapporteur du texte ne souhaitaient pas ouvrir la question de l'ordonnance de protection dans le cadre de la LOPMI. Ce que je peux comprendre. Par ailleurs, c'est un peu technique, mais je peux le comprendre. Toujours est-il que ces amendements ont été portés. Le président de la commission des lois du Sénat s'est engagé à étudier avec moi la question dans le cadre d'une future loi justice. Donc ces deux amendements-là sont quand même non adoptés, mais toujours vivants. Et je crois que c'est déjà ça qui est important. Entendu, merci. Alors, on va voir aujourd'hui quels sont les textes qui sont utilisés, quels sont les freins, les moyens et les atouts. Christophe Amunzategui, donc vous êtes au tribunal judiciaire de Saint-Gaudens. Concrètement, comment le parquet agit contre la violence? Quels sont ses moyens, quelles sont ses missions? Bonjour à toutes et tous. Écoutez, un procureur à Saint-Gaudens, c'est le procureur d'un ressort qui est à une dominante rurale extrêmement importante, je dirais, c'est quasiment 100% de son territoire. C'est dire si les propos tenus ce matin et les vidéos qui ont été de témoignages diffusés sur les difficultés en matière de détection, en matière d'identification, en matière de traitement des violences, notamment en milieu rural, résonnent pour moi. Parce que lorsque l'on est sur un ressort comme celui-ci, tout devient difficile pour identifier, pour pouvoir dénoncer, pour pouvoir parler, pour se rendre même dans des services de police ou de gendarmerie, pour pouvoir trouver une association d'aide aux victimes qui pourrait venir vous prêter une aide ou une assistance. C'est-à-dire toute la question de la difficulté qu'il peut y avoir au quotidien pour la révélation des violences. Quand je parle des violences, et je suis tout à fait d'accord de parler d'une seule violence, puisque cette violence, ça peut être la violence au sein de la sphère familiale dans son ensemble, c'est-à-dire sur le conjoint, sur les enfants, sur les animaux, sur l'ensemble des personnes lorsqu'on a le tyran domestique. Et donc, lorsque l'on est à la tête d'un parquet qui est, je le rappelle, certainement le plus petit parquet de France, avec des moyens qui sont les siens sur ce ressort, eh bien, il faut faire preuve, je dirais, de pragmatisme et développer, je dirais, une action qui serait une action plurielle. Parce que la violence, elle doit s'aborder tout d'abord sous le thème de la prévention. La prévention, ça veut dire connaître les associations capables de pouvoir prendre en charge les personnes, sensibiliser les personnes sur les violences, les sensibiliser pour les amener justement à venir évoquer, à venir parler, à venir libérer la parole. La libération de la parole, quand on est dans les grandes villes, on en parle beaucoup, on trouve ça aujourd'hui comme un acquis, sauf que lorsque l'on est dans des territoires aussi retranchés qui est le mien, eh bien, ce n'est pas quelque chose qui est acquis. Et je verrai encore plus loin sur la question de la maltraitance animale. Maltraitance animale, tout le monde pense chat, chien, oiseaux et autres. Dans des ressorts comme le mien, on parle beaucoup souvent de vaches, de cochons, de canards, d'ânes, c'est-à-dire des animaux un petit peu très différents pour lesquels la maltraitance, elle est là aussi et pour laquelle, eh bien, la sensibilisation, eh bien, elle est importante pour ne pas passer sur le principe de dire on a toujours fait comme ça, c'est une pratique, c'est parce que nous sommes sur des ressorts un petit peu, je dirais, pas arriérés, mais retirés et ça ne choque plus personne. Ce travail de sensibilisation, eh bien, moi, je cherche à le faire avec des associations engagées sur le ressort pour justement m'aider à identifier, à tenter de changer, je dirais, les esprits des gens de manière à ce que bien, les esprits changent dans la dénonciation et dans les comportements. Le deuxième moyen d'action qui est très important lorsqu'on est aussi sur le parquet, dans un parquet de ce genre, c'est sur la détection. Cette détection, c'est comment, avec ces associations, avec les services de police et de gendarmerie, on arrive à détecter les situations qui vont venir à nous, et qui ne viendront pas à nous, c'est-à-dire pas par un dépôt de plainte ou une dénonciation, mais celles que l'on peut aller chercher par des signaux, par des indices qui vont nous permettre eh bien, de dire là, il y a peut-être une situation qui va être difficile. Je donnerai un exemple très simple. Lorsque vous êtes appelé sur des services pour une intervention pour des violences conjugales, par exemple,
Je demande systématiquement aux services de police d'intervenir, ou de gendarmerie, d'intervenir avec les yeux grands ouverts. Grands ouverts, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'on intervient parce que nous avons une femme qui requiert les forces de l'ordre parce qu'elle est victime de violence, mais il faut aussi identifier s'il y a des mineurs qui sont présents. Les mineurs présents, ce sont ceux qui ont vu la violence et qui doivent aussi, le cas échéant, faire l'objet d'un signalement auprès de la CRIP. J'y suis d'autant plus sensible que sur mon ressort, il n'y a pas de tribunal pour enfants. Donc le parquet de Saint-Gaudens n'était pas, jusqu'à un certain temps, concerné. Et c'est une chose qui m'apparaît absolument anormale. Et donc aujourd'hui, c'est plus de 40 signalements que nous effectuons par an au parquet de Saint-Gaudens. Nous signalons lorsqu'il y a un enfant. Mais ce n'est pas que ça. C'est aussi signaler la présence d'animaux, la présence de cette sphère familiale qui, avec les auditions de la victime, du mis en cause, des enfants et d'une analyse de la situation, permet de détecter les violences et de ne pas venir uniquement parce que l'on a été requis pour des violences conjugales et donc on ne traite que la violence conjugale. C'est ça aussi qui, à mon sens, est le travail bien fait du parquet et cette dynamique qui doit être celle du parquet et qui est celle, en tout cas, sur la cour d'appel de Toulouse et en tout cas sur Saint-Gaudens. Dernier point, pour ne pas être trop long, les moyens d'action, c'est aussi à travers la sanction. Les sanctions en matière de violence, elles doivent être aussi plurielles. Il n'y a pas de petites violences qui ne doivent pas avoir de réponse. Les grandes violences, nous savons les traiter avec les moyens de comparution immédiate, les sanctions fortes, les détentions, nous savons faire. Les petites violences, celles qui passent un petit peu sous les radars, celles où on se dit on ne va pas saisir un tribunal, on ne va pas aller au-delà de ça, qu'est-ce que l'on va faire? Eh bien, il faut développer des réponses alternatives, des réponses avec du sens, avec des interventions pluridisciplinaires. Et en matière de maltraitance animale, on est sur un domaine totalement blanc. Et à Saint-Gaudens et à Castres aussi, et sous l'impulsion de monsieur le procureur général, mais nous avons développé, par exemple, des stages sur la maltraitance animale à destinée pédagogique, pour, sur les petites atteintes aux animaux, eh bien, qu'il puisse y avoir une réponse, et non pas simplement une question d'une sanction financière, mais je pense qu'on y viendra un petit peu plus tard. On y reviendra tout à fait sur les sanctions, merci. Vous évoquiez des freins, et notamment vous êtes dans un département donc avec une connotation rurale. Est-ce que vous voyez des difficultés au niveau des capacités d'accueil également? Parce qu'on pense souvent maltraitance animale, confiscation potentielle, mais au niveau des animaux de rente, est-ce que c'est une difficulté supplémentaire en termes de capacité d'accueil? Oui, c'est une vraie difficulté parce que la saisie des animaux, c'est pas simplement saisir, c'est faire cesser une infraction. C'est un acte de faire cesser une infraction, c'est important. C'est pas simplement se dire je suis le sauveur, je sauve. Sur les capacités d'accueil, c'est très compliqué, notamment les animaux de rente. C'est compliqué parce qu'il y a des questions de transport, de logistique, de capacité d'accueil, de structures qui, parlons-nous franchement, nous sommes là pour cela, acceptent à un moment d'accueillir les animaux. Mais lorsqu'à un moment se pose la question, mais qui va payer? Qui me réglera? Qu'est-ce que je vais faire? Comment ça se passe? Et qu'au bout d'un moment, malgré éventuellement un jugement où la personne est condamnée à la confiscation des animaux, et que la personne qui a eu des frais pour ces animaux, qu'on lui répond, maintenant, vous avez fait une demande au titre d'une partie civile, vous avez droit à une indemnisation, et maintenant vous basculez dans les difficultés de l'indemnisation des parties civiles. Eh bien, je peux vous garantir que la fois suivante, quand vous avez à nouveau des vaches, des cochons et autres à placer, eh bien, cette structure, elle va vous répondre non, ou elle vous répondra de manière, peut-être, même si c'est une structure engagée, sérieuse, elle ne peut pas non plus se mettre en difficulté. Et aujourd'hui, le vrai frein et la vraie difficulté, c'est qu'en tout cas pour la justice, nous ne disposons pas, comme ça se fait pour les gardiennages de véhicules ou pour les box quand on doit faire des saisies d'objets, nous ne disposons pas, au titre de frais de justice, de budget alloué pour payer ces personnes engagées et nous engager vis-à-vis d'eux, ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai un peu l'impression, et surtout la crainte, qu'au fur et à mesure, nous allons perdre nos partenaires en confiant ces animaux, parce qu'à un moment, ils ne pourront plus le faire ou ils ne voudront plus le faire. Merci. Je pense que nous aurons l'occasion de réaborder ce sujet autour de la table ronde. Franck Rastoul, donc procureur général près la Cour d'appel de Toulouse, vous avez mis en place un pôle, une unité spéciale, un pôle judiciaire spécial depuis quelques mois qui s'intéresse donc à l'environnement et à la maltraitance animale. Comment est-il organisé? Quels en sont ses acteurs et quel est son fonctionnement? Alors, si vous le permettez, quand même, avant de vous répondre, je voudrais faire une observation dans le fil de ce que vient de dire monsieur le procureur de Saint-Gaudens, Christophe Amouzategui,
tout le monde constatera donc qu'on peut être un homme et s'intéresser à la maltraitance animale. Et secondement, qu'on peut être petit, si je puis dire, et efficace. Voilà, ça c'est important de montrer qu'il y a une vraie dynamique aujourd'hui qui s'est mise en place au niveau judiciaire, parce que je pense que nous sommes magistrats, vous savez, alors on est là pour appliquer la loi. Alors, monsieur le sénateur, monsieur le député, vous avez expliqué un petit peu les évolutions nécessaires. Moi, je voudrais faire un constat du point de vue du praticien. Notre exigence, nous, c'est d'appliquer la loi. Voilà. Donc posons-nous la question de savoir aujourd'hui si nous sommes en capacité de l'appliquer et essayons d'optimiser cette application. Je dis ça pourquoi ? Donc le pôle, et je vous réponds, donc on a appelé, la France adore les acronymes, le PEMA, le pôle environnement et maltraitance animale, pour justement faire émerger aussi cette problématique, même si je sais, pardon, que ma voisine n'est pas tout à fait d'accord pour qu'on raccroche la maltraitance animale à l'environnement, et parce qu'elle voudrait plutôt qu'on la raccroche à la sphère familiale. Et je suis aussi d'accord pour dire qu'effectivement, il y a une seule violence. Donc quand nous sanctionnons, quand nous poursuivons au pénal un auteur d'acte de violence, évidemment, nous sanctionnons la violence qu'elle s'exerce au profit d'un animal, au profit d'une personne, et souvent d'ailleurs, et c'est là que nous avons une exigence peut-être morale supérieure, au profit d'êtres vivants, alors ça peut être des animaux, mais ça peut être des enfants, qui ne sont pas en capacité de se défendre. C'est pour ça qu'il faut qu'aujourd'hui, pardon de la métaphore cycliste, mais il faut que nous changions de braquet au niveau judiciaire. Et le pôle maltraitance animale et environnement a cette ambition. Donc, je voudrais juste dire une chose, c'est que donc, la maltraitance animale, c'est une centaine d'infractions pénales. L'environnement, c'est 800. Donc je vais le dire un peu trivialement, nous ne manquons de rien au niveau de la loi, ce qui ne veut pas dire d'ailleurs qu'il ne faut pas la faire évoluer sur certains points, et je suis entièrement d'accord avec ce que vient de dire Christophe Amouzatégui. On a aujourd'hui un vrai problème de financement quand on place, si je puis dire, les animaux, et je pense qu'il va falloir qu'on change sans doute le dispositif. L'article, bon, je ne vais pas être trop juridique, mais l'article 99.1 part, j'allais dire, d'un bon sentiment, mais mettre à la charge de l'auteur de l'infraction le coût, alors que très souvent, il ne va pas payer. Moi, je comprends totalement les associations qui me disent bah, écoutez, on l'a fait une fois, on ne va pas le refaire. Donc, à mon avis, si je puis me permettre, monsieur le sénateur, de faire une modeste suggestion, il faudrait peut-être prévoir de le faire passer en frais de justice, et puis qu'après, évidemment, l'État, une action récursoire contre l'auteur de l'infraction, ça faciliterait un petit peu les choses, pour essayer d'être concret. Mais cette donc, politique pénale, nous la voulons plus active. Moi, je veux juste distinguer deux catégories de faits. Les faits les plus graves, qui sont des faits quand même, et quand on s'intéresse à la maltraitance animale, qui sidèrent par leur gravité, par leur barbarie, par ce qu'ils peuvent révéler, c'est ce qui était dit ce matin, enfin ce lien extrêmement noir. Et donc ceux-là, nous avons cette exigence, nous, judiciairement, de les traiter vite et fort. Et donc j'assume cette politique pénale que je souhaite donc à l'échelle du ressort donc, de 4 départements et de 6 tribunaux judiciaires, que ni plus ni moins. Parce que là aussi, si vous voulez, on ne va pas traiter de manière majorée les faits de maltraitance animale. Je dis juste que nous devons les traiter comme un autre contentieux. Et donc les faits les plus graves, c'est ce qui se pratique aujourd'hui. Les gendarmes ou les services de police vont chez la personne, le placent en garde à vue, défèrent. Et en termes d'efficacité de la réponse pénale, moi je crois beaucoup à une trilogie en quelque sorte. C'est premièrement le placement de l'animal, donc sa saisie immédiate. Pourquoi ? Parce que je rappelle qu'on est magistrat et qu'on est là pour faire cesser une infraction, et qui est une infraction de violence. Donc il faut être capable d'être efficace et pas de se mettre dans un circuit judiciaire trop long. La deuxième réponse, c'est évidemment aussi vite que possible la confiscation de l'animal. Mais la troisième aussi, c'est l'interdiction de détenir un animal à l'encontre de l'auteur des faits. Parce que, évidemment, en cas de récidive, dans ce cas-là, nous pourrons avoir des sanctions plus efficaces. Donc ces faits les plus graves, nous les traitons, nous essayons de les traiter avec beaucoup plus de rapidité et de fermeté qu'avant, et d'essayer aussi de trouver donc des circuits dans ce qui est un phénomène d'ensemble, vous savez, qui est l'embolie du système judiciaire, mais ce constat de l'embolie ne doit pas nous conduire à ne pas traiter les faits de maltraitance animale. Je veux dire, nous devons traiter tous les contentieux à l'identique, et donc simplement aujourd'hui, je le dis parce que je ne pense pas, si vous voulez, qu'on a développé une politique pénale exceptionnelle. Je dis juste qu'on a remis à niveau, dans notre réponse pénale, sur tous les contentieux, le traitement de la lutte contre la maltraitance animale. Donc ça, c'est extrêmement important. Mais nous avons aussi un autre enjeu, et moi je salue ce qui est fait, notamment dans le parquet de Saint-Gaudens, sous l'impulsion dynamique de son procureur, mais qu'on a aussi dans d'autres parquets, notamment à Castres, c'est ce que j'appelle la gamme moyenne. C'est-à-dire que
vous avez aujourd'hui toute une série d'infractions que nous ne traitions pas avant. Et j'ai envie de dire, je plaide coupable devant vous. Et que nous devons aujourd'hui judiciariser pour faire, je vais le dire très trivialement, un casier judiciaire aux auteurs de ces faits et avoir donc des précédents qui va nous permettre, en cas de renouvellement d'infraction, de les sanctionner de manière plus efficace. Alors, ça peut être des poursuites pénales, mais ça peut être aussi ce qu'on appelle dans notre jargon la troisième voie, des stages, comme on l'avait dans d'autres contentieux. Hein, je veux dire, ça n'a rien de très exceptionnel, mais spécifiquement sur la maltraitance animale, et donc c'est des stages payants, donc disons qui allient à la fois le côté répressif, parce que la personne qui paie 150 € n'est pas forcément très contente de ça, mais également pédagogique, et moi je crois beaucoup à l'aspect pluridisciplinaire, et je crois que c'est par ce travail de fond, à long terme, que nous ferons évoluer petit à petit les pratiques, les comportements. En tout cas, c'est un objectif commun qui doit nous réunir. Mais c'est un travail de longue haleine. Alors, le pôle, je ne suis pas là. Vous savez, je crois que l'action, c'est la conjugaison de deux choses. Une volonté et des moyens. Alors, on va essayer d'avancer peut-être déjà avec la volonté, en espérant que les moyens suivent. Moi, je ne milite pas pour avoir trop de moyens, mais je crois qu'aujourd'hui, il est nécessaire au niveau judiciaire qu'on se structure différemment et que donc les réponses ne soient pas uniquement dépendantes de la volonté, plus ou moins forte, hein, nous sommes des femmes et des hommes avec des priorités, d'un procureur ou d'un procureur général. Et je pense qu'au niveau judiciaire, il est nécessaire aujourd'hui d'avoir une assistante avec des assistants spécialisés. Alors j'espère que ce que je vais dire ne va choquer personne, mais à l'instar du dispositif, enfin personne dans cette salle, je ne pense pas, si c'est retransmis peut-être, et je vais m'en expliquer, à l'instar de ce qu'on a sur la lutte contre le terrorisme, nous avons des assistants spécialisés en matière de lutte contre le terrorisme, et je pense qu'il serait opportun d'avoir des assistants spécialisés sur ce contentieux qui est technique, contrairement à ce qu'on pourrait penser, et qui embrasse un champ extrêmement large d'infractions. Donc c'est évidemment les actes de barbarie hein, sur des animaux, mais la maltraitance animale, c'est aussi évidemment des trafics, de la criminalité organisée. Je pense aux importations de chiens, notamment des pays de l'Est, hein, sans stigmatiser aucune origine. Et donc là, on est sur la crimorgue, comme nous disons dans notre jargon. C'est aussi évidemment ce qu'on appelle les NAC, les nouveaux animaux de compagnie. Donc là, on a des phénomènes d'importation du monde entier. C'est également, et là on voit bien qu'on est à la confluence un petit peu de l'environnement et de la lutte contre la maltraitance animale, des destructions d'espèces protégées. Dans le ressort de la Cour d'appel de Toulouse, vous le savez, nous avons en Ariège une problématique spécifique qui concerne l'ours. Nous avons aussi dans le Tarn une problématique qui concerne le loup. Et puis c'est aussi des phénomènes de dopage auxquels on ne pense pas forcément dans le monde équestre, en matière d'hippisme. Et donc tout ceci, si vous voulez, fait que le champ de la maltraitance animale, c'est un champ extrêmement vaste, extrêmement technique, et sur lequel je pense que cette structuration, par la création d'un pôle à moyens constants... Donc, vous n'avez pas voulu me dévoiler l'organisation du non, pôle. mais je peux vous dire, parce qu'elle est il y a une assez... référente, il y a un statisticien également, parce que l'intérêt, c'est d'avoir des chiffres. Voilà, le pôle, si vous voulez, au niveau du parquet général, parce que peut-être tout le monde n'est pas familiarisé avec notre organisation un peu complexe, mais il y a des parquets généraux et des parquets, c'est ça le ministère public en France. Donc le pôle au niveau du parquet général, c'est 3 personnes, donc je m'y suis mis, si je puis dire, là ça ne dépendait que de moi. C'est ma chef de cabinet et un juriste assistant qui est d'un secours précieux pour l'analyse, que ce soit en droit ou contextuel des dossiers, qui viennent devant la Cour, que nous suivons de manière particulière, mais également au soutien des parquets du ressort. Et ça nous permet d'avoir une visibilité, si vous voulez, qu'on n'avait pas, hein, on était totalement à l'aveugle, sur ces faits-là. Et aujourd'hui, je dois reconnaître, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas que les choses évoluent, que nous avons aujourd'hui en suivi plus de dossiers de maltraitance animale que de dossiers sur le versant environnemental, si je puis dire. Donc ça, c'est la première organisation. La deuxième, c'est effectivement la mobilisation d'un statisticien, ce qui nous permet d'avoir une vision sur le nombre d'infractions que nous poursuivons, et je pense que ça sera intéressant de faire un petit recul quand on aura un temps suffisant, et je crains que le pourcentage soit assez faible sur la centaine d'infractions. Je pense qu'on doit en utiliser, à mon avis, 10 à 20%, pas plus. Et puis évidemment, parce que c'est ça le sens de notre action, encore une fois, la crédibilité de l'action judiciaire, c'est nos décisions in fine, c'est quelle est la nature des peines prononcées, quels sont nos délais pour prononcer ces peines. Et puis un autre volet, je ne vais pas être trop long, c'est évidemment le volet de la formation. Donc on s'appuie évidemment sur des formations qui peuvent être dispensées par des services spécialisés, mais je veux aussi rendre hommage aux actions qui sont conduites par le secteur associatif, qui pour nous évidemment est un partenaire très important, une association locale qui a un nom tout à fait sympathique, en plus qui s'appelle les 4 Patounes, sur laquelle on s'appuie pas mal, et dont la présidente, qui est à la fois capitaine de police, je crois, intervient dans la table ronde qui va suivre. Donc
Donc voilà, c'est quelque chose qui est extrêmement mobilisateur, mais encore une fois, je pense que cette réponse judiciaire, nous la devons aujourd'hui à la société, car les esprits, on ne peut que s'en féliciter, ont évolué, et ce qui était toléré hier ne l'était plus. Et je ne veux pas être long, mais juste vous faire ce petit constat, puisque j'étais en début de semaine à un colloque justement sur le droit de l'environnement qui était à la Maison de l'Océan, qui était avant, on appelait à Paris l'Institut océanographique, et j'étais frappé, si vous voyez, de ce que la fresque qui était au mur représentait la pêche à la baleine. Et je me disais, c'est extraordinaire, parce qu'aujourd'hui, évidemment, ça viendrait à l'idée de personne de faire ce type de représentation. Ça nous dit bien d'où l'on vient, mais surtout, je pense, où nous sommes aujourd'hui et où nous devons aller. Et j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, si vous voulez, heureusement, nous avons changé d'époque, mais soyons lucides, je crois que beaucoup de choses restent à faire encore. Et il faut vraiment qu'aujourd'hui, nous nous structurions différemment et que cette réponse normale, naturelle, hein, j'insiste, ce n'est pas une réponse exceptionnelle qu'on emporte, contre la lutte sur la maltraitance animale, nous soyons en capacité partout de la porter avec le même, j'allais dire, dynamisme, mais aussi avec un minimum de moyens. Merci. Je me permets de passer le micro à votre voisine. Comme vous étiez en contradiction sur certains points de vue, je me dis que c'est intéressant. Ariel Moreau, donc vous êtes avocate au barreau de Saint-Pierre de la Réunion. Quel est votre rôle, quelle est votre approche, vous, sur cette violence? Alors, donc, moi, ces 8 dernières années, je me suis plus spécialisée sur le droit des animaux, faune sauvage captive et faune sauvage libre. Et avant, dans toute ma carrière d'avocat, c'était consacré plus sur les violences. Les violences familiales aussi, qui incluaient les animaux, parce que je suis bénévole d'associations animales depuis plus de 20 ans, 25 ans. Donc, pour moi, l'avocat a un rôle majeur dans cette lutte, dans cette approche d'une seule violence. Pourquoi ? Parce que nous conseillons, nous recevons, nous conseillons et nous résolvons les problèmes d'associations de protection animale confrontées à des violences animales, mais aussi des femmes violentées. Donc en fait, ce sont toutes les parties prenantes potentiellement qui sont nos clients. Et vous êtes au contact direct, vous êtes un des premiers. Exactement. Donc en fait, on peut faire le lien. On peut faire le lien avec tous ces acteurs. Et lorsque l'on fait, par exemple, on reçoit une femme qui est victime de violence et qu'on doit prendre une ordonnance de protection judiciaire, si elle nous fait part de faits de maltraitance concernant ces animaux, on est obligé d'utiliser un peu des artifices qui vont être les violences psychologiques, par exemple, pour essayer d'obtenir, de caractériser donc un danger et des faits de violence, et pour obtenir cette ordonnance. Donc, moi, il me semble en fait que le problème est pris un petit peu, c'est là où je suis en désaccord avec monsieur l'avocat général, c'est qu'en fait, pour moi, monsieur le procureur général, c'est que, selon moi, ce qui doit être protégé, c'est le foyer. Le foyer est un sanctuaire, un petit peu comme notre planète, d'ailleurs, quand on la défend d'atteinte environnementale, notre planète, c'est notre foyer à tous. Et bien de la même façon, le foyer, qui est composé des membres de la famille, des enfants, de la femme, du mari et des animaux, hein, parce qu'il y a près de 70% des gens qui considèrent que leur animal de compagnie fait partie, est un membre de leur foyer. Et donc, en fait, notre approche doit être de protéger le foyer. Et une fois qu'on a contextualisé les violences, alors à ce moment-là, on pourrait mobiliser en fait tous les outils qui existent dans le système judiciaire pour les violences faites aux femmes, on pourrait aussi les mobiliser pour les animaux. Et il y aurait une cohérence, parce que vous vous rendez bien compte que la personne qui commet le contexte est fondamental. C'est là où je suis en désaccord. C'est que pour moi, c'est pas du tout pareil, par exemple, de commettre une atteinte à une espèce protégée. Par exemple, vous allez effectivement abattre un ours, que dans une famille, le père ou la mère qui vont donner un coup de pied au chat. L'intentionnalité n'est pas la même, et la gravité d'ailleurs sur l'enfant qui va assister à ça n'est pas la même, ni sur la femme qui peut être intimidée, impressionnée. Donc je ne comprends pas pourquoi dans notre système, ceci dit, même les chats errants et les chiens errants dans les dom-toms sont rattachés au service de l'environnement, hein, de la gestion des déchets, mais même dans notre système judiciaire, je ne comprends pas pourquoi les violences faites à des animaux, qui sont des actes graves, relèvent de l'environnement. Voilà le sujet de désaccord que nous avons, mais bon. On n'a même pas le droit de se défendre ici, c'est terrible. Pas devant l'avocat.
reviendra. Je me permets d'être un petit peu véhémente, comme ça je suis la seule femme parmi toutes. Laurent Fauquet, donc vous êtes responsable de la CRIP Val d'Oise, je ne fais pas l'erreur. Comment les collectivités interviennent-elles dans la lutte contre ces violences et notamment quel est le rôle de la CRIP, son organisation, ses freins éventuellement, ses difficultés? Donc la CRIP, tous les départements depuis 2007 sont dotés d'une cellule de recueil des informations préoccupantes. C'est une cellule unique dont la mission est de recueillir l'information préoccupante, de l'instruire, de la traiter, de demander des évaluations complémentaires. On a un lien quasi exclusif sur les signalements en assistance éducative avec le parquet. Donc ça, c'est voilà, l'objectif, ce qui est recherché, c'est d'éviter la déperdition d'informations. La loi de 2007, cette création des CRIP, voilà, partait du constat que beaucoup de familles, en fait, pouvaient échapper assez facilement à la vigilance des services sociaux, uniquement en déménageant, en quittant le département. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'affaire Marina, par exemple. C'est une des affaires qui est à l'origine de la création des CRIP. Voilà, donc l'objectif des CRIP, voilà, c'est d'harmoniser le traitement des informations préoccupantes au sein d'un département. C'est également de pouvoir identifier un interlocuteur immédiatement auprès des autres départements, parce que voilà, les familles se déplacent. Là, la loi du 30 novembre 2021, si je peux en parler, oui, a apporté des modifications, voilà, notamment au niveau du Code de l'action sociale et des familles. Au niveau du Code de l'action sociale et des familles. Elle a modifié 2 articles. Donc, le premier, c'est le 221.1. Cet article-là, voilà, elle a ajouté un alinéa qui demande au département de mieux repérer les mineurs auteurs de violences sur les animaux ou les mineurs exposés à des violences sur les animaux. Avec la possibilité pour les associations de protection animale de vous remonter justement. Voilà, et le deuxième article qui est impacté, c'est le 226.3, voilà, qui prévoit que... Alors la rédaction, elle n'est pas simple à interpréter, mais... Elle pose des questions. Elle pose des questions, voilà. Notamment donc, sur la notion de mise en cause, est-ce que c'est les personnes... Donc c'est un article qui prévoit qu'en cas d'exposition d'un mineur, à condition que... d'un mineur à de la violence sur animal, à condition que l'auteur ait été... poursuivi dans un certain cadre, et que la situation est notifiée par une association défense, l'évaluation de la situation du mineur devient quasiment obligatoire. Donc nous, on l'a... Alors, pour la petite histoire, je vais faire des... J'espère pas décevoir les gens qui sont ici, mais c'est 2 articles qui sont passés sous les radars. Peut-être parce que donc c'était le 30 novembre 2021, donc le 7 février 2022, on a eu une grosse loi de protection de l'enfance qui nous a obligés à travailler pas mal de sujets. Et moi, c'est à l'occasion en fait, de la publication de cette loi que j'ai découvert ces obligations et que je pensais attribuer à la loi du 7 février 2022 jusqu'à récemment. Voilà, donc on est bien conscient de cette obligation, et bon, je vais développer par ailleurs, mais depuis la publication de cette loi, on n'a jamais été interpellé par une seule association sur ce sujet-là. Jean Bazin, vous voulez apporter un complément d'information? Juste une petite information pour les gens qui ne seraient pas familiers de l'organisation administrative de ce pays. La compétence de l'aide sociale à l'enfance est une responsabilité des conseils départementaux. C'est un ancien président de conseil départemental qui se permet de le rappeler, une compétence importante. Et cette cellule de recueil des informations préoccupantes, elle va travailler en lien, elle est une cellule départementale, ce sont des fonctionnaires départementaux, mais qui travaillent évidemment en lien étroit avec les services de justice et les associations par ailleurs. Et c'est justement, je m'en arrêterai là, c'est justement parce que je me demandais comment un de ces 2 articles liés à la loi du 30 novembre allait être compris par les départements qu'on a introduit ce sujet dans le colloque, parce que l'expérience, le premier retour qu'on en a, c'est que tout le monde ne comprend pas la même chose et chacun est sûr d'avoir compris. Autant dire qu'il y a un petit sujet. C'est le 221.1 du Code de l'action sociale et des familles, donc il liste les principales missions confiées à l'aide sociale à l'enfance en matière de protection de l'enfance. Et c'est le 226.3 donc qui précise le rôle de la CRIP. Et voilà.
et les missions qui lui incombent. Et il y a une phrase qui a été ajoutée, si vous voulez, le texte dans son intégralité. Lorsqu'elles sont notifiées par une fondation ou une association de protection animale reconnue d'intérêt général de la dite cellule, les mises en cause pour sévices graves. Pardon, des mises en cause. Oui, les mises en cause, ce qui n'est pas très clair. Oui, voilà. Ah non, Oui, ça pose interrogation aussi. tout le sujet là. Pour sévices graves ou actes de cruauté ou atteinte sexuelle sur un animal mentionné aux articles 521 du Code pénal donne lieu à l'évaluation de la situation d'un mineur mentionné. Donc, Laurent, ok, oui. voilà, nous, on le comprend. En fait, on n'a pas eu besoin de le comprendre, en fait, parce que on a déjà des textes qui nous permettent de faire entrer les situations d'enfants exposés à la violence animale, qui nous permettent de solliciter des évaluations, par exemple. Si je cite le décret qui précise qu'une information préoccupante, c'est une information qui laisse craindre qu'un mineur est en danger sur le plan de sa santé, de sa sécurité ou de sa moralité, ou que les conditions de son développement sur le plan de la santé physique, intellectuelle, est gravement compromise. Donc voilà, c'est une définition qui permet d'englober toutes les situations. On pense que voilà, les conditions d'éducation d'un mineur compromettent son développement, mais dans un sens très large. Donc, nous, un enfant dont on sait qu'il est exposé à de la violence sur animal, on va spontanément demander faire ce qu'il faut. Moi, j'ai un exemple. Il y a quelques semaines, un enfant qui a expliqué à sa maîtresse que son beau-père avait tué son lapin, avait mis le hamster dans la machine à laver. Et puis je crois qu'il s'en était pris au chat aussi. Donc à partir de cette information, on a sollicité une évaluation complémentaire auprès de nos services sociaux partenaires. Les acteurs sont sensibilisés déjà, en fait. Et ça n'a posé aussi aucune difficulté. Les collègues qui font les évaluations, elles ont tout de suite ressenti l'intérêt de faire cette évaluation, voilà, de comprendre le quotidien de cet enfant. Donc... Alors par ailleurs, juste pour reprendre la difficulté qu'on a avec cette loi-là, c'est que par exemple, moi j'ai échangé cette semaine là, dans l'optique de ce colloque avec le chef du parquet des mineurs, qui ignorait ces dispositions de l'article 226.3 par exemple. J'ai questionné il y a quelques semaines le réseau des ODPE, c'est les observatoires départementaux de protection de l'enfance. Personne n'a vraiment répondu. Voilà, donc moi je le déplore, mais alors que c'est une évidence aujourd'hui, après avoir entendu tous ces intervenants, qu'il y a une convergence entre l'exposition, voilà, ces formes de violence. Alors, Clément Bergère, Mestrinao, je vous promets, je vous redonnerai la parole. Quel est le rôle du juge? Donc, vous êtes président du tribunal de Sens. Quel est le rôle du juge? Bonjour à tous. Le rôle du juge, il est très très vaste et en réalité très peu exploité. C'est ça qui est intéressant et je rejoins complètement ce que disait M. le procureur général sur le fait qu'en réalité, des textes, on en a et qui sont très riches et qui nous donnent beaucoup de possibilités et qu'en réalité, en étant très humble, on n'exploite que très peu. Donc le juge, s'il essaye de synthétiser, il a un rôle de toute façon déjà par nature beaucoup moins proactif, parce que le juge, il fait que ce qu'on lui apporte comme élément. Il n'est pas moteur dans la recherche des éléments, par définition. Néanmoins, il a un rôle dans l'aide à la détection des situations, puisqu'on va pouvoir autoriser un certain nombre d'actes d'enquête attentatoires aux libertés, des perquisitions, etc., pour identifier des situations de maltraitance animale. Et le cas échéant aussi intervenir au soutien du placement des animaux lorsqu'on nous signale des difficultés. Ça, globalement, ça fonctionne plutôt bien. Ça dépend un peu localement des partenariats qui se créent, de la façon dont on a des gens qui sont plus ou moins sensibles à cette question au sein notamment des services du préfet, au sein de son parquet, au sein aussi de sa juridiction. Mais globalement, ça fonctionne. Les deux autres pans sur lesquels le juge peut être amené à intervenir, c'est évidemment sur le pan de la répression pénale, lorsqu'on est saisi d'une infraction au sens large. Et là-dessus, je pense qu'il faut être
allez, c'est pareil, je suis complètement sincère et honnête, mais même si ça peut éventuellement gêner, mais on a quand même encore une révolution à faire là-dessus, hein, qui n'est pas complètement entamée même, hein, sur la culture même de ce qu'est la maltraitance animale, sur la répression. Parce qu'on ne sait pas la reconnaître, ou parce qu'on ne pense pas faire un lien, ou parce qu'on la relargue au second plan? Parce qu'en fait, je pense qu'on a encore une vision assez cloisonnée des violences, hein. Enfin, on est quand même tout juste en train de passer de la culture de la violence conjugale à la violence intrafamiliale. C'est pas si ancien que ça, le fait de se dire, a priori, un conjoint violent peut pas être un bon parent. Donc on est encore en train d'appréhender tout ça, hein. Donc de là à dire un conjoint violent ne peut pas prendre soin de son chien, vous voyez, on a encore vraiment une progression à faire, et en sens inverse encore plus. Donc cette culture-là, petit à petit, elle va venir aussi par la formation, elle va venir par des initiatives de sensibilisation, notamment effectivement de nos collègues du parquet qui viennent nous saisir de ces situations et qui nous font réfléchir. Mais quand effectivement j'entendais monsieur le sénateur nous expliquer les avancées sur l'aggravation d'un certain nombre de répressions voulues par les parlementaires, nous on en est encore très loin. C'est-à-dire que de passer les peines encourues de 1 an à 3 ans, il faudrait déjà qu'on arrive à 1 an. Donc on va y venir, mais on a encore vraiment une révolution culturelle à faire là-dessus. Il faut être tout à fait humble à ce sujet. Et puis le dernier aspect, c'est le traitement, mais d'un point de vue civil. Puisque là, on intervient sur les casquettes de juge des enfants, juge aux affaires familiales, principalement. C'est là où on a l'ordonnance de protection qui peut se poser, hein, où on intervient en urgence dans le cadre d'une situation de violence au sein du couple. Où là, je pense que aussi on a des réflexions à mener sur le cloisonnement qu'on a, nous, dans nos traitements. C'est-à-dire que, est-ce que moi, quand je suis juge aux affaires familiales, que je vais traiter une situation d'un couple qui se sépare ou on m'allègue de violences plus ou moins graves, est-ce que j'ai à ma disposition des éléments sur d'éventuelles condamnations d'un conjoint pour des faits de maltraitance animale? Est-ce que j'ai une vision suffisamment panoramique de tous les types de violences qui peuvent concerner une personne? Donc voilà, on a des outils, je pense qu'on a une prise de conscience qui se fait et qu'on progresse, mais on a encore beaucoup de chemin à accomplir. J'ai le sentiment, à vous écouter, que se pose quand même la question des peines encourues. Est-ce qu'elles sont appropriées aujourd'hui, finalement? Et Christophe Amanzategui, vous évoquiez tout à l'heure beaucoup d'affaires passées sous les radars. Je me dis, pour une contravention de 4e classe, finalement, comment d'un département à l'autre ou d'une région à l'autre, je vais pouvoir savoir si c'est une récidive, s'il y a une remontée de cette information, s'il y a des... Effectivement, comme l'a très justement rappelé monsieur le procureur général, sur les centaines d'infractions qui concernent la maltraitance animale, il y a une très très grande majorité qui va relever du domaine contraventionnel. Et quand je dirais dans le domaine contraventionnel, avec un delta très important, puisqu'on va passer souvent du délictuel à la 4e classe. Pour donner un ordre d'idée, la 4e classe, c'est un défaut de contrôle technique de votre voiture. C'est-à-dire que la maltraitance animale, qui est le degré, on dirait, en dessous de l'acte de sévice et de cruauté, c'est-à-dire donner un coup de pied dans son animal, on va pas pouvoir le qualifier en termes de sévice en tant que tel, donc on va le basculer en maltraitance, c'est une 4e classe, c'est-à-dire c'est un contrôle technique, c'est 750 €, avec des peines, je dirais, complémentaires qui sont quasiment nulles. Alors, je crois que peut-être la remise de l'animal à une association, c'est-à-dire qu'on va le confisquer, mais c'est tout, il n'y aura rien derrière. Sachant que d'autant plus, dans notre système judiciaire, ça ne va même pas passer, je dirais, dans les mains du procureur, puisque le procureur traite des délits, des crimes et délits et des contraventions de 5e classe. Ça va être un commissaire de police, donc un officier du ministère public, qui va traiter les 4e jusqu'aux 1res classes. C'est-à-dire que le procureur, quand on a un petit procureur comme moi, on a encore cette visibilité parce qu'on est sur un bateau qui peut se manœuvrer rapidement, mais quand on est sur une très grosse structure, ça passe totalement sur les radars. C'est-à-dire que ça va se traiter au niveau des commissariats et au niveau des tribunaux de police 4e classe, avec parfois des décisions qui sont très surprenantes, avec uniquement des sanctions financières. Sanctions financières qui parfois sont prononcées avec des sursis, voire qui n'existent pas. La donnée pédagogique, les pédagogies dans la peine, dans la sanction, de sens, il n'y en a pas. Ça ne relèvera que de la sanction au porte-monnaie. Et on en est là, honnêtement, aujourd'hui. Oui, merci. Clément Berger-Mestrena, vous partagez ce point de vue et
vous partagez ce point de vue sur les peines encourues, mais il y a l'aspect financier et l'aspect pédagogie, en effet. Il commence à se développer par des initiatives locales, justement. Oui, moi je pense qu'il faut déjà absolument que toutes ces petites violences, même si le terme de petite violence n'est pas très adapté, donnent systématiquement lieu à une réponse. Et c'est à ce moment-là où on peut avoir une pédagogie qui est utile, ou en tout cas une sanction qui permette d'avoir une trace de cet événement-là. Sur les autres types de violences beaucoup plus graves, il faut qu'on assume beaucoup plus, justement, et c'est pour ça que le titre de ce colloque est à mon avis fondamental, c'est-à-dire qu'on assume le fait qu'il s'agit d'une seule violence. Trop souvent, on va se dire, et d'ailleurs quand on regarde le traitement médiatique, par exemple, d'affaires qu'on peut avoir vues sur un tel fracasse un chat contre un mur, et il y a une vidéo qui circule, vous allez systématiquement avoir, dans le traitement médiatique qui va en suivre, une comparaison avec les violences conjugales. Pour des gens qui vont vous dire, mais une femme battue, c'est moins réprimé, ou à l'inverse, c'est une sanction beaucoup trop faible et il faudrait mettre 10 ans de prison ferme. Donc on voit qu'on a du mal à l'appréhender. En réalité, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas tellement de me dire on va faire une gradation mathématique, mécanique, mais c'est qu'en tout cas, on ne peut pas ne pas l'appréhender. Et sur les peines, il faut aussi qu'on ait une réflexion, mais c'est là où le politique est sans doute un peu plus en avance que le juriste, parce que moi je suis un magistrat, civiliste, l'idée que l'animal, moi on m'a enseigné que c'était un bien meuble. Et cette culture-là, elle innerve quand même toujours notre pensée beaucoup, et il faut que là-dessus on progresse. Sur la question de l'attribution de l'animal en cas de séparation, c'est quelque chose sur lequel, dans les juridictions, au sein des services d'affaires familiales, c'est encore très largement perçu comme un sujet de plaisanterie. C'est pourquoi ils vont nous embêter avec leur histoire de savoir s'il faut faire une garde alternée pour le chien. Alors qu'on sait qu'en réalité, ça revêt une réalité beaucoup plus complexe, beaucoup plus importante et qui peut être génératrice de violence. Mais voilà, encore une fois, on a un aspect culturel qu'il va falloir mener de front. La sensibilisation arrive tout de même avec la loi de novembre 2021, Arnaud Bazin. On a quand même cette notion de sensibilisation à l'animal. Oui, le problème, c'est que dans les textes de loi relatifs à la violence intrafamiliale, la notion d'une seule violence n'est pas vraiment prise en compte puisque les vétérinaires ne sont pas concernés à ce stade. Il y a 2 lois qui prévoient tout ce qui tourne autour de la formation des professions qu'on attend sur le sujet habituellement. Je ne vais pas toutes les énumérer, mais les médecins, les personnels médicaux, paramédicaux, les divers fonctionnaires, évidemment les magistrats. Et puis il y a une déclinaison de février 2023, toute récente, qui prévoit une loi de programmation pluriannuelle sur les moyens destinés à ces formations, mais mes confrères vétérinaires ne sont pas concernés. Alors, sans aller faire la révolution dans les écoles vétérinaires, parce que ça pourra prendre un certain temps. Je pense que les associations de formation continue de la profession peuvent avoir un rôle à jouer aussi là-dessus, pour que nos confrères et futurs confrères puissent être formés à cette question-là, qu'ils ne se trouvent pas totalement démunis quand ils y sont confrontés, parce qu'on a pu mesurer ce matin à quel point c'est déstabilisant. Ça m'a rappelé à moi aussi d'ailleurs quelques souvenirs. À quel point c'est déstabilisant quand on est confronté à ces sujets-là, sans y être le moins du monde préparé, sans connaître non plus les divers rouages à activer, quels sont ses droits, quels sont ses devoirs, et tout ça, évidemment, devant être traité dans l'instant, parce que la salle d'attente est souvent pleine et qu'on a beaucoup d'autres choses à faire. Voilà, donc moi je milite pour que notre profession, ma profession, mon ancienne profession, soit concernée, et qu'on puisse en effet progresser de ce point de vue-là. Mais ce n'est pas seulement des évolutions législatives ou réglementaires dont il s'agit. Il est aussi nécessaire d'organiser les rapports entre tous les professionnels. C'est un peu ce qu'on fait ici à travers ce dialogue, entre tous les professionnels impliqués, et bien évidemment au rang desquels les vétérinaires figurent, sans oublier les associations de protection animale. Ce qu'on vient de le voir, elles ont maintenant une possibilité de signaler auprès des services donc d'aide sociale à l'enfance des départements, des situations qui relèvent de la problématique qu'on évoque. Donc il faut, et on en parlait avec messieurs les procureurs tout à l'heure, il faut qu'au-delà des initiatives personnelles et
la façon dont chacun se sent concerné ou pas par ces sujets-là. Il faut qu'il y ait une forme d'organisation un peu pérenne qui permette en effet de faire cheminer cette cause. J'entends parfaitement ce que vous dites, hein, monsieur le juge, on change de culture. Je sais aussi en tant que parlementaire à quel point les moyens de la justice sont contraints, et même s'il y a de gros efforts faits actuellement, on sait tous qu'on part de très loin. La simple comparaison de pays comparables aux nôtres nous en convainc très très facilement. Mais il faut absolument qu'on trouve les voies et moyens pour que cette prise de conscience se traduise de façon solidifiée dans nos organisations. Franck Rastoul, d'ailleurs, c'est l'objectif un peu de ce pôle, c'est d'avoir créé un écosystème favorable. Et vous étiez source également de propositions pour pouvoir structurer... Oui, enfin, je vous remercie déjà de respecter les droits de l'homme et de me redonner la parole, parce que je voudrais quand même, excusez-moi, mais dire que je souhaite qu'on lutte contre les violences au sein de la famille. Voilà, je ne voudrais pas qu'il y ait quand même de méprise. Simplement, pardon, en écho avec ce que disait M. Mouzategui, le procureur de Saint-Gaudens, je pense qu'il ne faut pas non plus, et puis on va arrêter, oublier par exemple les animaux de rente. Parce que, juste pour vous donner un exemple, quand on a un cheval qui est laissé à l'abandon tout l'hiver, si c'est une personne qui vit seule, il n'y a pas de problème familial. Et moi, je trouve cohérent, si vous voulez, qu'on embrasse encore une fois la maltraitance animale dans son champ extrêmement vaste. Mais on arrête là, parce que je pense qu'on approfondira ça plus tard. Pour vous répondre, je pense qu'encore une fois, il faut aujourd'hui développer l'équipe autour du magistrat sur ce contentieux comme dans d'autres. Bien. Et je pense que sous cet angle-là, nous avons besoin de spécialistes, hein, parce qu'encore une fois, c'est une matière technique, contrairement à ce qu'on pourrait penser, et c'est une matière pratique. C'est-à-dire qu'il faut avoir les bons contacts. Vous me disiez procureur de Saint-Gaudens, vous êtes procureur, vous avez une vache, des canards, vous n'avez pas forcément tout de suite la solution. C'est pour ça d'ailleurs que peut-être que par le passé, on disait on va essayer de régler ça à l'amiable. Bon, voilà. Aujourd'hui, on a changé de paradigme, mais on va le judiciariser. Bon. Donc il faut qu'on se structure et qu'au-delà de nos temps de passage, on est tous de passage dans nos fonctions, il y ait comme ça des structures qui assurent une pérennité d'action. Et je faisais ce parallèle juste parce que nous connaissons déjà des organisations comme ça, sur la lutte contre le terrorisme. Les assistants spécialisés contre le terrorisme, ils sont la mémoire du service, ils ont la technicité, ils font, pardon de l'anglicisme, le go-between aussi avec des services de renseignement, qu'est-ce qui bascule ou pas dans le judiciaire. Et je pense que sur la maltraitance animale, et peut-être l'environnement, pardon, j'arrête, mais nous avons besoin d'avoir un assistant qui va, au-delà des procureurs qui se succèdent, au-delà des procureurs généraux, être présent. Et je crois beaucoup, très franchement, c'est pas parce que je suis procureur général que je dis ça, à la nécessité d'avoir une impulsion de politique pénale, et ça c'est aux parquets généraux de le faire, au soutien des procureurs, et que donc au niveau de chaque parquet général, parce que je ne veux pas être trop long, mais nous avons un problème, c'est un problème de carte judiciaire, qui est un problème d'échelle. Ce que disait M. Mouzategui, parquet de Saint-Gaudens, c'est 2 magistrats. Le parquet de Toulouse, c'est 30 magistrats. Parquet général de Toulouse, c'est théoriquement 10. Vous avez des parquets généraux à 4. Donc vous comprenez bien qu'on ne travaille pas de la même manière et qu'on n'a pas la même capacité de réaction. Et si demain, on ne flèche pas, c'est-à-dire un assistant spécialisé qui est comment dirais-je, ancré sur ce contentieux, donc il ne pourra pas faire autre chose. Mais je crois que là, si on crée dans tous les parquets généraux de France un assistant spécialisé sur ce contentieux-là, vous allez créer une structure qui fera qu'au-delà des femmes et des hommes qui se succèdent dans ces fonctions, il y aura une pérennité d'action. Voilà, je pense qu'il est un axe. Un autre axe aussi qui est très important, c'est évidemment au niveau des services d'enquête, police, gendarmerie. Donc aujourd'hui, il y a une évolution. Le ministre de l'Intérieur a verdi, si je puis dire, un certain nombre de gendarmes. C'est très bien. Il y a un vrai processus de formation qui se développe au niveau des services d'enquête. Mais je pense qu'il va falloir, là aussi, peut-être à un moment donné, avoir des enquêteurs encore plus spécialisés, encore plus disponibles. Alors là, c'est très complexe. Je ne veux pas être trop long parce que ça voudrait dire qu'ils aient un champ au-delà des secteurs un peu de compétences aujourd'hui, c'est-à-dire un champ interdépartemental. Mais nous avons ce besoin. Est-ce qu'on peut penser à une unité finalement spéciale avec une compétence interdépartementale ? Écoutez, on rêve d'un monde meilleur, donc ce rêve, oui, je veux bien le faire. Je pense que ça serait adapté. François-Xavier Bellamy, oui, vous voulez... Non, simplement pour dire que c'est déjà quelque chose qui existe dans d'autres pays européens. Et là, on aurait certainement des exemples à aller chercher. Alors, il y a des pays de l'Union européenne, les Pays-Bas, par exemple,
et puis des pays européens hors Union européenne, comme la Norvège, qui a créé une brigade spécialisée de 250 policiers sur ces sujets-là, avec une compétence nationale. Peut-être qu'il y aurait aussi une coopération intéressante à voir. Par ailleurs, je reviens sur ce que vous disiez à l'instant, sur la question de l'évolution de la culture. Peut-être que la définition de l'animal comme bien meuble, on la doit aussi malheureusement à notre vieil héritage cartésien et kantien. C'est aussi une mutation qui vient, pour le coup, tu as évoqué ton ancienne profession, je reviens à la mienne aussi. J'étais professeur de philosophie pendant 10 ans, et de fait, on voit bien comment aujourd'hui, dans le monde de la philosophie, se produit un basculement absolument majeur sur la question de l'animal, et certainement, elle aura des conséquences, ce basculement aura des conséquences sur l'évolution de la culture des professionnels in fine. Mais ce serait intéressant de voir ce qui se fait aussi dans d'autres pays européens du point de vue de l'évolution des cultures. Les Pays-Bas, par exemple, justement, encore eux, ont mis en œuvre des processus d'information collective pour pouvoir aider et en associant les vétérinaires aux professionnels de justice pour justement faire ce travail de détection auquel aujourd'hui les spécialistes, les professionnels n'ont pas forcément été formés dans leur formation initiale. Et donc là aussi, peut-être sur le plan européen, sur le plan purement de la recherche des bonnes pratiques, on aurait des choses à aller chercher de ce qui se fait dans d'autres pays. Moreau, vous avez également des attentes sur les meilleures sensibilisations des acteurs ou la mise en place d'une logistique qui pourrait améliorer les procédures? Oui, alors déjà, ce serait bien effectivement qu'on soit sensibilisé au niveau des barreaux, avec peut-être une cartographie très claire, ce sera au niveau de la logistique, de tous les intervenants, qui on peut mobiliser dans telle situation. Ensuite, bien évidemment, c'est la loi qui devra faire changer, et encore j'insiste une fois de plus, sur cet aspect-là, quand vous avez des violences au sein de la famille, exercées à l'encontre de l'animal et de la femme, par exemple, vous allez avoir les violences qui vont être appelées par un tribunal, les violences concernant la femme, et puis 7, 8 mois, 9 mois, peut-être jamais, avec un peu de chance 9 mois après, les violences qui concernent l'animal. Donc les deux affaires sont complètement disjointes. Or, quand un individu, qu'il soit homme ou femme, frappe le chat ou le chien de la famille, c'est l'enfant qu'il blesse, c'est la femme qu'il blesse. Donc ce n'est pas que l'animal, si vous voulez. Il y a une dimension supplémentaire et on l'occulte complètement. Mais elle est fondamentale. Et je pense que ça permettrait, là on dispose d'un outil formidable, puisque monsieur le sénateur indiquait qu'il y a quand même 60% des familles françaises qui ont un animal de compagnie, ou 65%. Donc on aurait là un outil formidable pour aller dans les familles et peut-être résoudre de vrais problèmes d'emprise psychologique, de violence. Voilà. Merci. Laurent Fauquier, comment s'organise la sensibilisation et la communication, justement, vous qui êtes sur le terrain Juste pour revenir sur cette question-là, parce que ça m'agite aussi, l'exposition à la violence conjugale, aujourd'hui, c'est un risque majeur qui déclenche quasiment automatiquement une évaluation, au même titre que lorsqu'on constate qu'un enfant est victime de violences physiques, de violences sexuelles, ce qui n'était pas le cas il y a 15 ou 20 ans. Il y a 15 ou 20 ans, quand on était face à un enfant qui était exposé à de la violence conjugale, on estimait que lui-même n'était pas victime de cette violence conjugale. Il était uniquement la maman, en général. Alors ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des recherches qui ont démontré les effets délétères sur le développement même du cerveau chez les petits-enfants, et tous les retards scolaires que ça pouvait engager, l'agitation que ça pouvait susciter, tout ça. Et du coup, aujourd'hui, un enfant qui est exposé à la violence conjugale, on considère que c'est un enfant co-victime de cette violence. Donc il y a eu tout ce mouvement-là qui était finalement assez rapide. Mais quand on fait remonter des statistiques au ministère, on fait remonter en termes d'exposition à la violence uniquement cette exposition à la violence conjugale. Alors qu'il y aura peut-être une possibilité d'étendre cette exposition à la violence, sachant que l'enfant qui a assisté à l'exécution de son lapin, je pense qu'il en est ressorti très, très, très terrorisé même, parce qu'il a ressenti le besoin d'en parler à sa maîtresse. Voilà, donc, moi, je pense que alors, on n'a pas il y a ce texte législatif là qui démarre sa carrière, on va dire, mais je pense que les esprits chez les travailleurs sociaux que je connais bien, ils sont prêts à accepter cette logique. Hein, je pense. Je suis pas très inquiet.
Voilà. Et juste oui, sur la communication, donc la CRIP, on a constamment ce besoin d'aller au contact de tous les partenaires qui sont au contact des enfants, donc qui ont la charge de faire remonter des informations. Donc nous ce qu'on recherche systématiquement, c'est de dédramatiser la transmission d'une information préoccupante, parce qu'on sent encore aujourd'hui, ça agite beaucoup les professionnels, transmettre une information préoccupante, ça nécessite parfois des semaines de négociations entre eux avant de transmettre finalement des choses assez simples, parce qu'ils craignent pour leur propre responsabilité. Parfois, voilà, il y a toutes ces questions à traiter. Mais voilà, nous, ce qu'on recherche vraiment, c'est dédramatiser la transmission d'informations préoccupantes, de rappeler que l'intervention de l'aide sociale à l'enfance dans ce domaine-là, c'est pas d'aller sanctionner les parents, c'est d'aller identifier d'éventuels besoins et puis d'aller proposer des actions de soutien auprès des parents. Alors la peur du placement, elle existe toujours et elle provoque des peurs paniques chez les parents qui reçoivent des courriers pas très sympas de notre part. Mais voilà, on cherche à dédramatiser, à expliquer que la protection de l'enfant, ça va largement au-delà des violences physiques, violences sexuelles. C'est juste pour illustrer, les violences physiques, c'est une information préoccupante sur 4. La plupart des informations préoccupantes relèvent quand même de ce qu'on appelle les carences éducatives, voilà, des choses comme ça. Donc voilà, ce qu'on cherche, c'est vraiment à diffuser la bonne parole quelque part, et puis à s'assurer que les professionnels ont les outils pour s'autoriser à transmettre une information préoccupante à la CRIP. Merci. Clément Bergère, Mestrano, donc vous avez un rôle répressif, j'ai bien compris, donc le rôle pédagogique, est-ce que vous pouvez nous en dire plus, même dans la prononciation des peines, pour éviter justement les cas de récidive et travailler sur le fond du sujet ? Oui, alors effectivement sur la répression, vous avez toujours les deux volets, le volet punitif avec la vision classique de la peine d'emprisonnement comme référence, et on a aussi de plus en plus une vision éducative de la peine, une vision de réinsertion, donc que ce soit par des peines probatoires qui vont permettre une prise en charge de la personne un peu plus globale, de réinsertion, de réflexion. Là-dessus, en matière de maltraitance animale, on n'a pas encore véritablement de cadre qui permettent localement d'avoir une réflexion spécifique sur ce type de maltraitance. Et puis on a après des peines, on va dire, qui sont préventives, et c'est typiquement l'interdiction de détenir un animal. La question qui se pose, c'est quand vous prononcez cette peine-là, moi je n'ai pas eu l'occasion de la prononcer beaucoup de fois, mais quelques fois tout de même, c'est quelle est l'effectivité de la peine que vous prononcez. C'est-à-dire que la personne, elle va avoir cette interdiction. Si elle ne la respecte pas, comment est-ce qu'on le détecte ? Je ne doute pas que les collègues du parquet, si cette interdiction est violée et qu'ils le savent, mettront en place une nouvelle poursuite. Mais comment est-ce qu'on détecte ces situations ? Comment est-ce qu'on le sait ? Ça, on a encore, à mon avis, des efforts à faire là-dessus. Franck Rastoul, au final, les manques, c'est plutôt des manques de moyens humains, des manques de moyens financiers ou des manques juridiques ? Écoutez, je pense qu'il ne faut pas tout ramener à la question des moyens. Je pense qu'il faut juste demander un minimum de moyens, parce qu'on a besoin de ça pour, je reprends la métaphore, changer de braquet. Après, je pense que c'est une question d'évolution, de mentalité. Alors, je me permets juste de dire, parce que je suis d'accord, on ne doit plus dissocier, par exemple, des poursuites contre une violence contre un animal et une violence contre une personne. Mais je donne juste cet exemple, parce que, vous voyez, le pôle, ça sert à suivre les dossiers. On a eu, la semaine passée, dans la cour d'appel de Toulouse, une décision qui est devenue définitive. On a poursuivi dans le même trait de temps un auteur de violence contre son épouse, un auteur de violence contre un animal domestique. Donc on a fait les deux poursuites séparées, mais dans le même trait de temps. 6 mois pour les violences contre l'épouse, 4 mois pour les violences contre l'animal. Donc je veux dire, on peut le faire. Mais c'est une question de pratique, d'évolution. Je reviens sur moi, je suis sensible, comme vous. Bien sûr que c'est un sujet qu'on a. Comment on détecte les autres faits de violence quand on en a un qui clignote, que ce soit sur une personne ou sur un animal ? Il faut déjà que les services sociaux soient systématiquement alertés. Il faut évidemment, mais ça c'est la responsabilité des procureurs et des services d'enquête de police et de gendarmerie, que dès l'instant où ils ont un fait de violence et qu'on est dans un environnement familial, ils ouvrent, c'est ce que disait ce procureur de Saint-Gaudens, grand les yeux pour s'assurer qu'il n'y a pas de phénomène de même nature contre les enfants, contre l'épouse ou contre les animaux. Mais sans doute qu'il faut que la loi évolue, mais je le dis avec beaucoup de conviction, aujourd'hui, on a déjà beaucoup d'outils, utilisons-les à plein et ça sera déjà un progrès formidable. Merci.
Je vais, non pas conclure la table ronde, mais pour avoir un échange assez long avec la salle, je vous propose à chacun d'entre vous de... Il y aura des questions à la salle, promis. En conclusion, de faire part de quels seraient vos souhaits, quelles sont vos attentes aujourd'hui. Franck Rastoul, et ensuite je permettrai. Alors, j'aurais eu beaucoup la parole, hein. Je vais être très rapide. Moi, mes attentes, si vous voulez, moi, je suis quand même très, très heureux, honnêtement, monsieur le sénateur, monsieur le député, de ce colloque, parce que je crois que nous sommes tous, hein, modestement, à la place qui est la nôtre et en complémentarité, l'expression d'un changement qui s'est opéré dans notre société, une évolution des mentalités, de la sensibilité, je n'ai pas dit de la sensiblerie, et nous-mêmes, magistrats du ministère public, on est là pour appliquer la loi. Mais évidemment, derrière la loi, si vous voulez, c'est des situations humaines, c'est des situations qui touchent vous disiez, monsieur le député, enfin, on est dans une approche aussi qui est de l'ordre de l'éthique, de la philosophie, et nous devons cette réponse, ni plus ni moins. Et je pense qu'aujourd'hui, le fait que nous soyons aujourd'hui si nombreux montre qu'un mouvement est enclenché. Ce que je souhaite juste, si vous voulez, c'est que ce mouvement se poursuive et que nous ayons une logique de résultat. Je crois que c'est, encore une fois, par nos résultats que nous apporterons la réponse que notre société attend. Merci. Ariel Moreau, vos souhaits, vos attentes. Alors mes attentes, moi j'attends beaucoup de la loi. Il faut une réforme courageuse là-dessus parce que ça ne peut pas reposer que sur les bonnes volontés des parquets, des avocats, etc. Donc il faut une loi qui oblige les professionnels, qui les encadre. Et je dirais que vraiment ce qu'on doit avoir dans le collimateur, c'est toujours cette attitude, c'est l'attitude violente, c'est l'attitude de l'auteur qui fait l'acte violent, quel qu'il soit. Et c'est ça vraiment qui doit être le fil conducteur, pas la qualité de la victime ou de l'être sensible concerné. C'est vraiment l'auteur et l'acte de violence qu'il pose. Voilà. Merci. Christophe Amonzategui. Oui, écoutez, on parle aujourd'hui, effectivement, et cette salle, je pense, en est la parfaite démonstration d'un mouvement qui s'enclenche. Dans un mouvement qui s'enclenche, je pense que si on le fait avec sérieux, avec sérénité, je pense qu'il ne faut pas parler de révolution dans les changements. Moi, j'aurais, par exemple, une suggestion de changement, notamment, c'est de passer notamment un certain nombre de contraventions qui sont, à mon sens, aujourd'hui dans des seuils assez bas, notamment dans les 4e catégories qui ne font que des sanctions d'amende, ce qui m'apparaît très faible, de les monter non pas au délictuel, qui serait une révolution, je dirais juridique, parce que certains diraient, mais oui, mais on va faire l'égal de l'homme et de l'animal, ce qui serait un débat, à mon avis, contre-productif et philosophique, qui serait, à mon avis, qui n'aboutira à rien. Mais par exemple, lorsqu'on parle d'une maltraitance sur un animal, de passer de la 4e classe à la 5e, c'est tout simple, c'est juste une catégorie au-dessus. Ça permettrait quoi ? Une inscription sur un casier judiciaire beaucoup plus forte. Deuxièmement, de pouvoir avoir des sanctions financières, mais pourquoi pas aussi de faire un travail d'intérêt général, qu'on ne peut pas faire aujourd'hui pour ce type d'acte. De pouvoir aussi, pourquoi pas, dans les peines complémentaires qu'on pourrait y inscrire, des interdictions de détention d'animaux, des sanctions qui sont plus fortes, des vertus pédagogiques avec des stages à exécuter, tout ce qu'on ne peut pas mettre dans les contraventions de 4e classe. Et je pense que juste ce petit changement, qui n'est pas un changement, je dirais, révolutionnaire, mais qu'un changement d'évolution dans la prise de conscience de notre société, et je pense que cette salle, elle en est la parfaite démonstration, serait, je pense, à ce petit stade, un véritable progrès, en tout cas sur le plan pratique de tous les jours. Merci. Clément Bergère. Oui, je souscris tout à fait à cette idée aussi de changement par petits pas. Je pense qu'il faut qu'on ait une attente sur aussi la formation, la diffusion de l'information, ne pas opposer les violences entre elles, mais au contraire bien voir le continuum qui peut exister sur une personne dont en fait la violence est un mode de réaction et quel que soit en fait finalement effectivement l'être qui se trouve en face et déculpabiliser aussi la prise en compte de ces violences. C'est-à-dire qu'on n'en a pas parlé, mais sur ce que vous indiquiez sur la CRIP, on a encore beaucoup de personnes qui vont s'empêcher de dénoncer des faits de violence sur animaux par peur de ne pas être crédibles. C'est-à-dire qu'en fait, on va appeler la police,
très souvent parce qu'en fait le chien va aboyer et ça cause des nuisances de voisinage, mais pas forcément sous l'angle de j'ai vu des maltraitances animales, est-ce que je vais être pris au sérieux, est-ce que je vais pas passer pour quelqu'un qui dénonce tout et tout le monde. Donc voilà, un changement de culture qui va s'opérer, mais sur lequel il ne faut pas lâcher, et je pense effectivement tout ce qui a pu être vu ce matin doit être diffusé à grande échelle. Merci. Ouais, donc moi, je me heurte à une difficulté particulière sur cette question, c'est que je suis prêt à rencontrer des associations de mon département, sauf que j'en connais aucune. Donc c'est la difficulté. Je pourrais voilà, prendre du temps, appeler, mais ça va me prendre beaucoup de temps. Donc je préférerais que les rôles s'inversent et qu'elles m'appellent, voilà, que je reste à leur disposition, il n'y a aucun problème. Et la deuxième chose, c'est que il y a une instance au niveau national qui s'appelle l'Observatoire national de la protection de l'enfance et qui pourrait peut-être porter le problème, le diffuser. Et je pense qu'il est très très mal diffusé. Régulièrement, il y a des réunions nationales qui regroupent tous les ODPE. Ça n'a jamais été un sujet, mais voilà, il y a cette instance qui existe pour diffuser au sein des acteurs de la protection de l'enfance cette question. Merci. Arnaud Bazin, alors je reprenais l'introduction que vous aviez faite. À cette seule violence, il nous faut répondre par une seule approche, une approche globale des violences, incluant celle à l'encontre des animaux, associée à une politique éducative, civile, pénale, ad hoc. La politique éducative, est-ce que vous voulez... Je l'ai un peu évoqué tout à l'heure à travers les deux lois que j'ai rappelées, et puis la nécessité d'y associer la totalité des professionnels concernés, notamment les vétérinaires, et puis de prendre la tâche, quand c'est possible, des associations de protection animale. Sur ce colloque, même si ça a été un intense travail de préparation, dont je remercie encore tous ceux et toutes celles qui y ont collaboré, ça n'a jamais été une fin en soi. C'est une étape. Moi, ce que je voulais entendre, c'est un certain nombre d'objectifs. J'en ai entendu. On va débriefer tout ça avec grand soin. Et puis, derrière ces objectifs, il y aura un calendrier que je vais me fixer pour essayer d'enregistrer un certain nombre de progrès. Et c'était l'intérêt de ces échanges, de situer un certain nombre de priorités et de besoins plus urgents. Mais je crois que, à travers tout ce qu'on a échangé aujourd'hui, il y a un certain nombre d'acquis, de démonstrations qui sont faites. Reste en effet maintenant à partager tout ça plus largement, faire des portées à connaissance. Et en effet, l'organisation de l'aide sociale à l'enfance au niveau national avec l'Observatoire, c'est une piste aussi intéressante. J'en profite pour dire que cette compétence des départements, qu'est l'aide sociale à l'enfance, c'est une compétence à laquelle les départements tiennent. Les présidentes et les présidents de département sont très impliqués dans cette compétence-là, parce que je l'ai vécu pendant beaucoup d'années, je me permets d'en dire un mot, c'est vraiment donner une chance à des enfants qui sont en train de les perdre, de tout perdre. C'est le tissu même de la nation qui se joue là, et s'il y a une priorité pour les conseils départementaux dans leurs nombreuses missions de solidarité, parce qu'ils en ont beaucoup, c'est même l'essentiel de leurs compétences aujourd'hui et une énorme partie de leur budget, c'est cette compétence-là vis-à-vis des enfants, cette responsabilité que nous avons. Donc là-dessus, on peut compter aussi sur l'investissement des départements. Il y a des structures pour ça. Et je vais peut-être penser à les mobiliser aussi prochainement sur ces sujets-là. Voilà, donc aujourd'hui, des échanges, des acquis, des objectifs derrière et un calendrier. Et ce n'est qu'une étape. Merci Picard. François-Xavier Bellamy, vos attentes pour l'Europe et réciproquement pour la France d'ailleurs. Je reprendrai très brièvement ce que disait Arnaud à l'instant. Je crois que c'est passionnant d'avoir l'échange qu'on vient de partager ensemble, de pouvoir se rencontrer aujourd'hui, mais il ne faut surtout pas que ce soit un moment isolé. Et la première chose que je dirais, c'est que si j'espère quelque chose de cette journée, c'est qu'elle serve aussi de point de départ pour que la relation entre nous reste dense. L'agenda européen, je vous le disais à l'instant, il est intense d'ici la fin du mandat, qui est dans un peu plus d'un an. Donc dans les mois qui viendront, on va avoir beaucoup de textes sur la prévention de la violence domestique, sur la question du bien-être animal. Il faut qu'on arrive à faire avancer cette prise de conscience. Il faut qu'on arrive à transcrire aussi dans le droit européen les convergences manifestes qui ont pu se faire jour aujourd'hui. Et de ce point de vue-là, le point central, c'est que
vous le disiez au plan de votre département, mais c'est vrai aussi à l'échelle de l'Europe. On sera toujours heureux de pouvoir cultiver ce lien pour faire en sorte que le travail que nous essayons de faire comme législateurs soit irrigué par l'expérience des professionnels de la justice qui sont ici, du monde associatif, des vétérinaires, Monsieur le Président, de vous tous, pour que nous puissions être au plus juste de la réalité. Et puis le dernier point, mais vous l'avez évoqué très brièvement dans votre question précédente, c'est et là je reviens à une obsession personnelle, pardonnez-moi, mais je crois que derrière la violence aujourd'hui, derrière des enfants qui basculent dans un climat de grande violence, et derrière malheureusement le fait que parfois ils se rendent coupables même de violence envers l'animal comme envers leurs semblables, il y a en réalité aussi bien souvent l'effet d'une crise éducative majeure que notre pays traverse actuellement, que toutes les enquêtes internationales nous permettent là aussi de documenter. Et je pense que si nous voulons réussir à faire reculer la violence, il faut bien sûr une réponse pénale, il faut bien sûr des sanctions appropriées, il faut une politique de prévention spécifique, mais il faut aussi tout simplement réussir à reconstruire un climat éducatif qui soit un climat propice à l'humanisation de l'homme. Au fond, le grand paradoxe, c'est que la violence envers l'animal est le signe que l'être humain est capable d'être bestial. Et cette bestialité, elle est parfois le résultat, malheureusement, de son choix lucide et responsable, mais elle est aussi parfois le corollaire d'un climat d'inculture qui contribue à une forme de déshumanisation de l'être humain. Et je le dis pour l'avoir vécu comme professeur, hein, quand on est directement au contact de l'échec éducatif de notre société, qui n'est pas le fait des enfants, mais qui est le fait d'une forme d'échec de notre système éducatif. Quand on l'a vécu comme un professeur qui, comme beaucoup de professeurs, vivent douloureusement cette situation de tension qui est le résultat direct de cette crise de la transmission d'une culture qui est la condition de l'humanisation de l'homme, on ne peut qu'être sensible à ce qu'il y a de nécessaire dans la reconstruction de notre système éducatif pour faire reculer la violence. Merci vivement. On peut remercier les intervenants.